Bienvenue dans cette vidéo où on continue à suivre l'affaire Bryan Kohberger, cette saga judiciaire qui captive des millions de personnes. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur la chaîne, eh bien je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes sur cette affaire pour bien comprendre tout depuis le début, depuis ce quadruple meurtre qui a bouleversé les États-Unis et qui est à l'origine de cette affaire. Aujourd'hui, dans cette troisième mise à jour, on va examiner ensemble les derniers rebondissements dans cette affaire, la fixation de la date et du lieu du procès, et les détails de l'alibi de Bryan Kohberger. Oui, l'accusé dans cette affaire dit avoir un alibi très solide. Quel impact est-ce que ces révélations pourraient avoir sur l'affaire? Est-ce que Kohberger peut vraiment prouver son innocence? Est-ce qu'il est innocent d'ailleurs? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors quand vous êtes prêts, c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Vous vous en souvenez peut-être, dans la vidéo précédente, je vous disais que le procès devait avoir lieu normalement, en tout cas débuter le 2 octobre 2023, et que début août, finalement, Kohberger avait renoncé à son droit à un procès rapide, et du coup il n'y avait plus de date qui était prévue pour ce procès. À ce moment-là, on parlait éventuellement de commencer le procès en mars 2024, mais il n'y avait rien qui était vraiment fixé. Et puis je vous l'avais dit, l'accusation, ils essayent vraiment de mettre la pression à la défense. Eux disent, nous on est prêts à commencer, mais demain, mais aucun problème. Donc ils essayent un petit peu de pousser, de mettre la pression pour que le procès commence le plus vite possible, et ils vont demander au juge de tenir une audience en disant « Maintenant ça suffit, on veut un planning, on veut une date de début de procès, et on veut que les prochaines étapes soient prévues et qu'on s'y tienne. » Et le juge va répondre à cette demande, et il va y avoir donc une audience le 26 janvier 2024 pour parler notamment de la date du procès. L'idée c'est que l'accusation expose son point de vue, propose un peu des dates en disant « Voilà, nous on est prêts, on pense que ce serait bien de démarrer à tel moment et que le procès va durer à peu près tant de temps, et puis que la défense fasse pareil pour que le juge ait un petit peu une idée des contraintes de chacun pour pouvoir estimer à quel moment on pourrait éventuellement commencer ce procès. Est-ce que vous vous rappelez qu'au moment de l'arraignment, les deux parties avaient dit ça peut aller assez vite et surtout ça peut durer 6 semaines. C'est important parce que vous allez voir que là on n'est plus du tout dans ces considérations-là. L'accusation va dire, écoutez, ça va être un procès qui va être très très médiatique, on est dans une ville étudiante, nous ce qu'on propose c'est de faire ça en été. En fait, c'est pas forcément l'été, mais en tout cas de faire ça sur des vacances prolongées, parce qu'il va y avoir plein de journalistes, il y a toujours j'allais dire des touristes, mais oui, c'est un peu des touristes, vous vous rappelez peut-être du procès Murdoch où les gens campaient devant le tribunal, il va y avoir des scènes comme ça pour ce procès. Ne perturbons pas les étudiants en plein milieu d'examen par exemple, ou pendant leur année scolaire, donc l'été c'est bien. Et ils sont prêts, n'est-ce pas? Donc eux vont dire au mois de janvier, nous l'été 2024 ça nous paraît super, et en plus, on pense vraiment que franchement il y a moyen d'en faire un procès pas si long que ça, 6 semaines peut-être, mais franchement ce serait le maximum, mais nous on pense que le procès peut tenir en 4 semaines, verdict inclus. We propose the summer of this year. We could be ready for trial this summer. Alors il faut savoir que quand un procès se termine, évidemment, je pense que vous le savez, les jurés donc délibèrent, et le temps de délibération, il peut varier complètement, parfois il y a des indications, il y a un temps qui est donné, potentiellement ça peut être extrêmement court, ça peut être bien moins d'1 heure, mais ça peut aussi être très long, ça peut prendre des jours et des jours et des jours, et dans les cas de procès complexes, on peut laisser des jurés attendre un petit peu, on va pas forcément leur dire au bout de 24 heures, bon maintenant vous décidez ou c'est terminé quoi. Donc 4 semaines complètes en incluant le verdict, honnêtement, je pense que c'est impossible. 6 semaines, je pense, me paraît plus raisonnable. Pour vous donner une comparaison, le procès Murdoch avait duré 6 semaines. Donc je pense qu'on est sur un procès à peu près similaire au niveau complexité, avec beaucoup d'experts qui vont intervenir, etc. Voilà, je me dis 6 semaines, ça me paraît ok. Par contre, pour la défense, ça paraît pas ok du tout. Ils vont rappeler qu'on leur a envoyé 51 téras de données à analyser et que franchement ça prend un temps fou. Jamais ils n'auront fini d'analyser tout ça avant cet été, ce n'est pas possible.
On rappelle au passage qu'ils n'ont toujours pas reçu la totalité des preuves de la part de l'accusation. Donc ils disent, nous, on peut pas, on sait même pas exactement ce qu'on va recevoir, il y a peut-être des tests à faire, etc. Ce n'est pas possible. Jamais on sera prêt pour l'été 2024. Il va nous falloir énormément de temps. Et Anne Taylor va dire, honnêtement, on s'y met à fond, on s'y est mis à fond depuis le début, mais monsieur le juge, on ne pourra pas être prêt avant l'été 2025, et encore, c'est tôt, l'été 2025, je peux pas vous garantir qu'on sera prêt à démarrer à ce moment-là. We do not believe a summer of 2024 trial is realistic in any way. We would suggest looking at summer of 2025. Et l'accusation dit que ça peut durer 4 semaines ? Totalement faux, selon Anne Taylor. I believe this is more like a 12 to 15 week trial. Alors honnêtement, bon après il y a l'ordre de non-diffusion, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et peut-être qu'il y a des choses d'une complexité terrible dans cette affaire. 12 semaines, ça me paraît pour le coup complètement délirant. Encore une fois, si on revient au procès Murdoch, qui je pense est un bon exemple en termes de complexité, parce que vous vous rappelez peut-être si vous avez vu mes vidéos, il y avait plusieurs affaires dans l'affaire, il y avait tout l'aspect financier, il fallait interroger plein de témoins sur le côté détournement, et puis il fallait lier ça au meurtre, etc., etc. C'était quand même extrêmement long et complexe, on était sur 6 semaines, 12 semaines... Là, je pense pour le coup que c'est vraiment une stratégie de la défense qui, en fait, essaye de repousser déjà le procès le plus loin possible, et puis qui essaye de faire un petit peu peur en disant « Oula, ça va être très 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 long, cette histoire, etc. » Et il y a une raison pour laquelle la défense veut absolument que le procès soit le plus loin possible dans le temps, alors que l'accusation veut que ça ait lieu le plus rapidement possible. Il y en a même plusieurs. Je commence par l'accusation. L'accusation, déjà, représente le peuple. C'est l'État, donc il représente le peuple américain, il représente aussi les familles des victimes. Les familles des victimes, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, on le comprend, ils n'en peuvent plus. Ils veulent qu'il y ait un jugement, ils veulent pouvoir passer à autre chose, en tout cas commencer leur deuil. Visiblement, c'est très compliqué pour des familles de démarrer le deuil réellement tant que le jugement n'a pas été rendu. Donc en fait, ils sont dans cette espèce d'attente là, qui doit être, j'imagine, extrêmement désagréable, et pour les familles, l'accusation veut commencer le plus vite possible. Mais aussi parce qu'ils vont faire venir des témoins, donc plus on s'éloigne dans le temps, moins les témoignages vont être fiables. Et puis, il y a l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que plus on est proche du moment des crimes, plus on se souvient de l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là, en découvrant ce crime terrible, ces 4 jeunes qui ont été tués dans leur lit, dans la sécurité du campus, de leur propre maison. Plus on est proche de ce moment-là, plus cette émotion, elle est importante, et plus ça joue en faveur de l'accusation. Mais ça dessert complètement la défense, qui de son côté a tout intérêt. Bon, en plus du fait qu'effectivement, je pense qu'il leur faut pas mal de temps pour bien préparer ce dossier, ils ont clairement tout intérêt à repousser au maximum, parce que même si on se souvient des faits, au bout d'un moment, même si on continue à trouver ça horrible, ça évidemment, ça change pas, il y a quand même le côté émotionnel qui s'éloigne un peu, on n'est plus dans l'émotion à ce moment-là. Peut-être aussi que ça permet de se dire, il y a certains témoins, on pourra plus facilement dire qu'ils mentent, parce que leur souvenir, si c'est 3 ans plus tard, forcément, c'est pas hyper fiable. Donc voilà pourquoi il y a tout ce débat qui n'est pas du tout étonnant sur la date du procès. Et voici la réponse du juge après avoir écouté les 2 parties. I'd really like to do this sooner than later. I mean, maybe March 2025. Maybe we can get to a point where we can move it more quickly. It's really hard for me right now to set something in 2025, even though that might be just the reality. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas après cette audience du mois de janvier 2024, c'est que le procès n'aura pas lieu avant 2025. Parce que je vous l'ai dit, l'idée c'était pas juste de discuter de la date du procès, c'était vraiment de mettre un planning en place, et notamment de définir les dates les plus lointaines, les deadlines en fait, auxquelles l'accusation et la défense doivent communiquer leurs preuves. L'accusation a jusqu'à septembre, je crois, pour tout fournir à la défense, et la défense de son côté a jusqu'au 9 janvier 2025 pour fournir l'ensemble de ses preuves à l'accusation. Je pense que vous avez compris que les 2 parties se tirent dans les pattes, c'est quelque chose qui est assez commun, ça fait partie des stratégies au cours d'un procès. Donc clairement, si la défense a jusqu'au 9 janvier pour filer ses documents à l'accusation, ils vont attendre le 9 janvier 2025 pour filer tous leurs documents. Ce serait
presque choquant qu'il le fasse avant. On sait jamais, hein, peut-être que ça peut avancer plus vite et que d'un coup le juge peut dire maintenant ça suffit, vous fournissez vos docs et on avance tout ça. Mais bon, si ça reste comme ça au niveau du planning, jamais ils vont fournir leurs documents avant cette date-là, pour des questions stratégiques. Donc pour l'instant, la date provisoire du début de procès pour Bryan Kohberger, c'est mars 2025. Mais cette date, elle dépend évidemment d'un autre élément extrêmement important, qui est le lieu du procès. Puisqu'au cours de cette même audience du 26 janvier 2024, Anne Taylor, qui représente et donc défend Bryan Kohberger, va expliquer son intention de faire une demande de changement de lieu. Our intention is to file a motion for change of venue. Elle explique que bon, elle n'a pas eu le temps de le faire avant, mais que ça va venir, c'était juste le temps d'avoir tous les éléments, mais la défense ne veut pas que ce procès ait lieu à Moscou. Pourquoi ? Eh ben, on retombe toujours sur cette histoire de procès équitable. Pour que Bryan Kohberger ait un procès équitable, dans un monde idéal, il devrait avoir des jurés qui n'ont jamais entendu parler de lui, qui ne connaissent pas cette histoire. On en avait déjà parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais je crois que c'était pour le procès Murdoch aussi. Les États-Unis, en fait, sont séparés d'un point de vue judiciaire en comtés. Donc il y en a plusieurs par État, et actuellement, le procès de Bryan Kohberger, il est prévu dans le comté de Lata, qui est le comté de la ville de Moscou, où les crimes ont eu lieu. Et donc les jurés pour un procès sont choisis parmi les citoyens, généralement ceux inscrits sur les listes électorales, du comté. Et dans le comté de Lata, il y a à peu près 40 000 habitants, et encore je crois que c'est même un petit peu moins que ça. 40 000 habitants, c'est pas beaucoup, et pour la défense, c'est impossible de trouver dans un aussi petit échantillon de gens des personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette affaire, alors que ça a eu lieu autour de chez eux, et puis encore une fois, quadruple meurtre, donc c'est particulièrement choquant. On se dit que même les gens qui regardent pas les infos, ils ont forcément entendu parler de l'histoire, ils ont forcément entendu parler de Bryan Kohberger, et donc il ne peut pas avoir un procès équitable dans ce comté. C'est en tout cas l'argument de la défense. Alors ils ne demandent pas à ce que le procès change d'état non plus, ils veulent juste que ce soit dans un autre comté, soit un peu plus grand, soit peut-être plus au nord, qui permettrait peut-être d'avoir des gens qui, parce que c'est géographiquement un petit peu plus éloigné, même si ça reste dans l'Idaho, ils en auront peut-être moins entendu parler. Mais l'accusation s'oppose fortement à ce changement de lieu avec un argument qui, je pense, va vous parler, qui est les gars, le monde entier a entendu parler de cette affaire, donc c'est pas le fait de le changer de comté qui va faire que vous aurez moins de gens qui ont entendu parler de Bryan Kohberger. Donc ça ne sert à rien de le changer, en fait, de comté. Si un changement de comté était validé, si effectivement il y a un changement de lieu pour ce procès, eh bien ça pourrait entraîner tout un tas de complications, de perturbations en tout cas. Par exemple, il y aurait très certainement un changement de juge, donc on dirait au revoir à notre ami John Judge, parce que, en général, même s'il peut y avoir des exceptions, les juges sont attachés à un tribunal et à un comté. Ça pourrait aussi avoir un impact sur toute l'organisation, faudrait certainement revoir les dates, les délais seraient rallongés, il pourrait y avoir un changement de procureur parce que, dans le cas de l'accusation, c'est comme pour les juges en fait, normalement ils sont rattachés à un comté, à un tribunal en particulier. Il peut y avoir aussi des exceptions, donc dans un cas comme celui-ci, un gros procès comme ça, il y a quand même des chances pour que Bill Thompson soit autorisé à poursuivre l'affaire, mais c'est pas sûr du tout. Et vous imaginez bien que pour l'accusation, s'ils doivent changer d'avocat en cours de route, il va leur falloir du temps pour transférer toutes les infos, transférer le dossier, etc. Donc forcément tout ça, ça veut dire que les délais seraient rallongés, que le procès n'aurait probablement pas lieu en mars 2025, et qui dit délai rallongé dit également augmentation des coûts. Je vais revenir là-dessus en fin de vidéo sur combien a coûté cette affaire jusqu'ici, et vous allez voir qu'on est déjà sur une somme conséquente. Il y a déjà des débats là-dessus, ça risque d'empirer. En tout cas, pour appuyer sa demande de changement de lieu, la défense de Bryan Kohberger a demandé l'autorisation et obtenu le droit de faire une enquête téléphonique auprès de 400 jurés potentiels. Le but, c'est de leur poser des questions au téléphone. Il y en a 9, je vais vous les afficher comme ça, si vous voulez mettre pause, vous pouvez prendre le temps de lire ces questions. Cette enquête, elle a été confiée à un prestataire externe dont le travail, c'est donc d'appeler ces 400 jurés potentiels dans le comté de Lata pour pouvoir établir un certain pourcentage. J'imagine que idéalement pour la défense, ce serait 100%, pour pouvoir dire, regardez, tous ces gens connaissent Bryan Kohberger, ils ont déjà eu toutes ces informations, donc on ne pourra pas constituer un jury équitable dans ce comté.
Cette enquête a été sujet à un énorme débat parce que l'accusation a tenté de la faire annuler. Ils ont dit que les questions, alors pas toutes, mais certaines des questions selon eux, ne respectaient pas l'ordre de non-diffusion et que la défense, en fait, en faisant cette enquête, mettait dans la nature des informations qui jusque-là étaient tenues secrètes ou qui, en fait, ont été diffusées dans la presse mais ne sont pas vraies. Je pense par exemple à la question de l'enquête qui demande aux jurés potentiels s'ils ont entendu que Bryan Kohberger avait espionné une ou plusieurs des victimes pendant plusieurs mois avant les crimes. Cette information, je vous l'avais dit, elle a été diffusée dans la presse, mais elle est fausse. Et l'accusation va dire, en fait, en faisant cette enquête, vous êtes en train de donner dans la nature, de distribuer comme ça des fausses rumeurs. Et donc ils vont accuser la défense de créer un juré non équitable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ils vont dire, vous donnez des informations avec des questions qui donnent de fausses informations, et en donnant ces fausses informations, forcément ça va être repris par la presse, forcément les gens vont en entendre parler, et en faisant ça, eh bien, ça a comme résultat qu'on pourra encore moins trouver des jurés qui n'ont pas entendu parler de cette affaire et qui n'ont pas été contaminés, entre guillemets, par de fausses infos, par des rumeurs. Il y a donc eu une audience devant le juge pour que l'accusation explique un petit peu tout ça, pour que la défense explique aussi quelle était sa stratégie, et du coup l'expert qui a défini ces questions est aussi venu témoigner. Il a très mal pris d'être critiqué sur le choix de ces questions, il s'est un petit peu énervé et il a dit mais non mais en fait regardez les questions que j'ai posées, ce ne sont que des infos qui sont sorties dans la presse, l'ordre de non-diffusion il est totalement respecté, et si la presse a diffusé des rumeurs, en fait ça n'empêche pas que les gens les ont entendues, les ont lues, et peut-être qu'ils les croient, ces rumeurs. Et donc, ça peut avoir un impact sur ces jurés potentiels, donc moi j'ai bien fait mon travail. But the idea of after working really hard 15 years to develop a credible reputation and being told, watching on a Zoom, that I am tainting the jury pool and poisoning the jury pool and contaminating the jury pool by doing what's required and standard, I'm not crying, I'm angry. Et finalement, le 19 avril 2024, le juge John Judge va se ranger du côté de la défense et dire que l'enquête peut poursuivre, que non, il n'y a pas de souci avec l'ordre de non-diffusion et que les questions sont OK. Cette enquête se poursuit donc, on en aura certainement le résultat lors de l'audience qui est prévue le 27 juin 2024, au cours de laquelle l'accusation et la défense vont pouvoir expliquer un petit peu leur cas, pourquoi la défense pense qu'il faut absolument bouger ce procès, pourquoi l'accusation pense qu'il ne faut pas le bouger, ils vont pouvoir amener leurs arguments, et ce sera ensuite au juge de décider si le procès doit être bougé ou pas. On en arrive à la partie que vous attendez tous et toutes, je le sais, l'alibi de Bryan Kohberger. En fait, dès le mois d'août 2023, quand Anne Taylor va expliquer que son client renonce à son droit à un procès rapide, elle va aussi au passage dire qu'ils vont opter pour la défense par alibi. On en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, je pense notamment à l'affaire Curtis Reeves. Avant le début du procès, un accusé doit expliquer quelle est la défense qu'il choisit. On a plein, il y a plein de types de défenses différentes. Dans le cas de Curtis Reeves, c'était la légitime défense, ça peut être aussi la défense pour insanity, donc pour folie passagère par exemple, ou pour problèmes de santé mentaux. Pourquoi ? Parce que, le juge, la cour, doit pouvoir estimer si la défense choisie, elle est OK, si elle est crédible ou pas, de manière à ce qu'on arrive au procès avec un truc qui soit le plus carré possible. Donc à ce moment-là, Anne Taylor dit déjà « Mon client a un alibi ». Et elle fournit un document pour appuyer ses propos, dans lequel elle précise ces informations. Donc vous allez voir, elle dit pas grand-chose sur l'alibi en question, elle reste très vague, mais elle donne déjà quand même une petite idée. Monsieur Kohberger a depuis longtemps l'habitude de faire des promenades en voiture seul. Souvent, il conduisait la nuit. Il l'a fait tard, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2022. Petite parenthèse, c'est donc la nuit des meurtres. À ce stade, Monsieur Kohberger ne peut pas être plus précis quant aux témoins possibles et ce qu'ils diront exactement. Ce qu'on en comprend à ce stade, c'est que Bryan Kohberger ne nie pas qu'il était dehors. Oui, sa voiture est sortie de l'université de Pullman. Oui, il était en balade pendant la période des meurtres, mais il n'est pas coupable. Et on comprend aussi qu'il y a une histoire de témoins qui pourraient venir corroborer ses propos, mais on n'en sait pas plus, on sait pas combien, on sait pas qui, on sait pas ce qu'ils vont dire. Dans certains États aux États-Unis, ce serait ok de s'arrêter là. On attendrait le début du procès pour en savoir plus sur l'alibi et les témoins, et puis basta. Mais ce n'est pas le cas dans l'Idaho. La loi dans l'Idaho, ce qu'elle précise, c'est que si un accusé choisit la défense par alibi, il doit, avant le début du procès, fournir un alibi précis et complet, et avoir au moins un témoin qui valide son alibi.
Ce sont donc des infos que la défense va devoir fournir, sauf qu'elle le fait pas, et au bout d'un moment, c'est l'accusation qu'on a ras-le-bol, donc vous vous souvenez de la même manière que la défense tape beaucoup sur l'accusation pour qu'ils donnent leurs documents, leurs preuves, etc. Bah, évidemment, l'accusation de l'autre côté leur laisse pas de répit non plus, et vont déposer aussi une demande auprès du juge pour exiger qu'il y ait une deadline et que la défense soit obligée de fournir, avant une certaine date, l'alibi exact et le témoin ou les témoins qui peuvent corroborer cet alibi. Et c'est ce qui va être fait, la deadline est fixée par le juge au 17 avril 2024. La défense a donc fini par fournir le 17 avril 2024 à 16h41, sachant que la plupart des tribunaux aux États-Unis ferment à 17h, donc vraiment ils ont attendu la dernière limite de la deadline pour donner ce qu'on appelle a notice of alibi, c'est-à-dire une notice d'alibi, en fait, dans laquelle ils décrivent tout l'alibi et cette histoire de témoin. Alors qu'est-ce qu'il dit, ce document? Eh ben il dit pas mal de choses, il donne beaucoup de détails, et je vais prendre le temps de tout vous traduire, de tout vous lire, parce que je crois que tout est très important. Monsieur Kohberger a déménagé à Pullman, État de Washington, en juin 2022. Passionné de course à pied et de randonnée, il a exploré de nombreuses zones du Palouse. Le Palouse, c'est une zone rurale qui couvre plusieurs États et qui couvre notamment les universités de Moscou, où ont eu lieu les crimes, et de Pullman, où étudiait Bryan Kohberger. Il a notamment exploré le parc Wawa-Way au mois de juillet 2022 et c'est devenu un de ses endroits préférés. Une fois l'année scolaire débutée, Monsieur Kohberger a été très occupé par ses cours et son travail à l'université de l'État de Washington et ses activités de course à pied et de randonnée ont diminué sans s'arrêter pour autant. À la place, ses sorties de nuit en voiture ont augmenté. Cela est soutenu par les données provenant du téléphone de Monsieur Kohberger, montrant qu'il se trouvait dans la campagne tard dans la nuit et où tôt le matin, à plusieurs reprises. Les données téléphoniques incluent de nombreuses photos prises à plusieurs occasions différentes, tard le soir ou tôt le matin, y compris en novembre, montrant le ciel de nuit. Monsieur Kohberger conduisait dans les premières heures du matin du 13 novembre 2022, comme il le faisait souvent pour aller faire de la randonnée, courir et ou observer la lune et les étoiles. Il a conduit dans toute la région au sud de Pullman, État de Washington, à l'ouest de Moscou, État de l'Idaho, y compris le parc Wawa-Way. Monsieur Kohberger a l'intention de présenter le témoignage de Cy Ray, expert en CSLI. Alors CSLI, c'est Cell Site Location Information. En français, c'est Information de localisation des sites cellulaires, soit une science qui comprend tout ce qui est tour de téléphonie cellulaire, téléphone portable et autres fréquences radio, CV joint, pour montrer que le téléphone mobile de Bryan Kohberger se trouvait au sud de Pullman, Washington, et à l'ouest de Moscou, Idaho, le 13 novembre 2022. Que le téléphone mobile de Bryan Kohberger n'a pas voyagé vers l'est sur l'autoroute Moscou-Pullman dans les premières heures du matin du 13 novembre et ne pouvait donc pas être le véhicule capturé sur les images près du magasin Floyd's Cannabis Shop. Pas mal de gens sur internet et même dans les médias se sont foutus de la gueule de Bryan Kohberger à la sortie de cet alibi en disant « Ok, donc le mec, il était pas en train de commettre des meurtres parce qu'il était en train de regarder la lune et les étoiles. Genre vraiment, qui fait ça ?» Mais il y a plusieurs choses extrêmement importante dans tout ce que je viens de vous lire. La première, c'est que ce que nous dit la défense dans ce document, c'est qu'en réalité, oui, Bryan Kohberger, il était sorti, mais qu'il y a un moment donné où la police a décidé que sa voiture était celle des images, alors que ce n'était pas le cas. En fait, sa voiture aurait été confondue avec celle qui quittait la maison où a eu lieu les meurtres. Et la seconde chose que nous dit la défense ici, c'est que les données cellulaires peuvent le prouver. Je vous rappelle qu'au départ, la police nous a dit que le téléphone de Bryan Kohberger était donc arrêté, en tout cas il n'émettait plus pendant la période des meurtres, mais que, juste avant, il était capté par la tour qui couvre la maison où a eu lieu les meurtres. Sauf que ce genre de tour, ça a un rayon qui peut aller jusqu'à 80 km. Donc en réalité, le fait que le téléphone de Bryan Kohberger ait été capté par cette tour-là ne veut en aucun cas dire qu'il était à côté de la maison. Et d'ailleurs, l'expert de la défense, ce fameux Cy Ray qui doit intervenir comme témoin, peut prouver que Bryan Kohberger n'était pas du tout à côté de la maison, il était même pas à Moscou d'ailleurs. C'est qui Cy Ray? D'où il sort? Qui est ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'il intervient comme témoin? Comme vous l'avez entendu dans la déclaration d'alibi, son CV est joint avec cette déclaration, et son CV fait 7 pages. Ce qu'on y apprend, c'est que ce monsieur, il a travaillé pendant 20 ans pour les forces de l'ordre, c'est un ancien policier, il a travaillé sur de très nombreuses affaires,
on nous parle de plus de 1000 affaires, incluant des décès, entre autres des homicides, mais pas que. Et au fur et à mesure de sa carrière, il s'est spécialisé dans l'analyse des données des ondes. Donc vraiment tout ce qui est ondes radio, données téléphoniques, etc. Et ça va même plus loin que ça en réalité, parce que Cy Ray, il a carrément développé un logiciel qui permet d'utiliser une nouvelle méthode que lui-même a mise au point pour analyser de façon beaucoup plus précise les données cellulaires et justement savoir, quand on a une tour comme ça qui couvre 80 km, comment on sait où se trouve précisément le téléphone de la personne qui nous intéresse. Et ce logiciel, son efficacité est reconnue puisqu'il est utilisé par une grande partie des forces de l'ordre aux États-Unis. Autre chose qui est importante dans son CV, c'est que Cy Ray a témoigné en tant qu'expert dans plus de 100 procès et il a quasiment toujours témoigné pour l'accusation. Ce qui veut dire que si là, il témoigne pour la défense, c'est qu'il est sacrément sûr de ce qu'il avance. Bref, cet expert, ce témoin pour Bryan Kohberger, est probablement un des plus grands experts des États-Unis en matière d'analyse des données cellulaires. Je vous précise quand même parce qu'il y a eu cette information qui est sortie, qu'il est arrivé une fois dans sa carrière qu'un juge l'estime pas crédible, voilà, et rejette son témoignage. Je sais pas si ça a une importance, apparemment le juge il est complètement réfractaire aux nouvelles technologies, donc ce serait peut-être pas très important, mais je vous passe quand même l'information, comme ça vous l'avez. Et si on se base sur le document fourni par la défense, eh bien ce que Cy Ray va venir expliquer, c'est que Bryan Kohberger est innocent et qu'il n'a en aucun cas pu commettre ces meurtres. Maintenant que je vous ai donné toutes ces infos, vous vous dites peut-être, comme ça a été mon cas, mais si la police utilise le système qu'a créé Cy Ray, comment ça se fait qu'au moment de l'enquête, ils n'arrivent pas à la même conclusion que lui? Et ça nous amène à la fin de cette notice of alibi, avec ces petites phrases qui sont extrêmement importantes. Des informations supplémentaires concernant les allées et venues de Monsieur Kohberger au fur et à mesure des premières heures du matin, y compris une analyse supplémentaire par Monsieur Ray, seront fournies une fois que l'accusation aura fourni les éléments demandés dans le cadre de la communication des preuves, actuellement soumis à une prochaine requête de contrainte. Pour cette partie-là, ça veut simplement dire que la défense a d'autres infos, mais qu'elle ne les fournira pas tant que l'accusation n'a pas répondu à la requête du tribunal. Ils ont été obligés par le juge à fournir un certain nombre de documents à la défense et ils ne l'ont toujours pas fait. Ils n'ont pas respecté certains délais, donc la défense dit « on a d'autres trucs, mais nous, on bougera pas tant que l'accusation ne fait pas ce qui lui a été demandé, ce qui a été exigé ». On revient à la déclaration d'alibi et à ses toutes dernières lignes. Si ces éléments ne sont pas divulgués, le témoignage de Monsieur Ray révélera également que des preuves disculpatoires essentielles, corroborant davantage l'alibi de Monsieur Kohberger, n'ont pas été conservées ou n'ont pas été divulguées. Que veut dire tout ce paragraphe de fin? Eh bien que la défense accuse l'accusation, la police et le FBI, en tout cas tous ceux qui ont récolté ces preuves, de savoir que Bryan Kohberger est innocent, qu'il ne pouvait pas être sur les lieux du crime et qu'ils ont volontairement choisi de ne pas divulguer, qu'ils ont caché, voire peut-être détruit les preuves qui n'allaient pas dans le sens de leur théorie. Il y a notamment une histoire de vidéo qui aurait peut-être disparu, parce que, en fait, quand il part de Pullman, de l'université de Pullman, Bryan Kohberger, au départ, prend la route qu'il prendrait effectivement pour aller à Moscou, sauf qu'après, eh bien, la défense nous dit, lui, il a tourné, je crois que c'est à droite, pour aller vers le parc de Huawei, et il aurait fallu qu'il tourne à gauche pour aller vers la maison. Et ce que nous dit la défense, c'est que l'accusation le sait, le FBI le sait, qu'il y a une vidéo qui prouve que Kohberger a tourné à droite et pas à gauche, et qu'ils ont choisi d'ignorer cette vidéo, puisqu'ils ont une autre vidéo avec une voiture qui est vers la maison, donc voilà, on n'a qu'à dire que Bryan Kohberger, il a eu l'air de tourner à droite, mais certainement qu'il a dû faire un demi-tour quelque part et qu'on l'a pas vu, et que c'est bien sa voiture qu'on retrouve après, proche de Moscou. Est-ce que cette vidéo existe vraiment? Est-ce que c'est une stratégie de la défense? Évidemment, on ne sait pas à ce stade, mais en tout cas, ça pose question effectivement, parce que si vraiment cette vidéo existe et qu'elle n'a pas été fournie, ça va poser un sacré problème dans le dossier de l'accusation. La défense de Bryan Kohberger accuse aussi l'accusation et le FBI. Alors bon, en gros, la responsabilité, où est-ce qu'elle est? C'est pas très clair, mais ils disent « Nous, on nous a donné des vidéos, il y a des trucs très bizarres sur les vidéos qu'on nous a fournies. Par exemple, il y a des vidéos qui n'ont pas de son, puis tout d'un coup il y a du son, puis après il y en a plus, puis après il y en a à nouveau. Et on pense qu'en réalité, le son a été enlevé, a été supprimé de certains morceaux. Pourquoi? Qu'est-ce que l'accusation cherche à cacher? Pourquoi est-ce que ces vidéos n'ont pas le son dans la globalité?
Donc voilà ce que dit la défense de Bryan Kohberger. Il n'est pas coupable, l'accusation le sait, le FBI le sait, mais ils ont choisi de ne pas nous divulguer certaines informations parce que ça n'allait pas dans le sens de leur théorie. Comme ils avaient cet ADN sur l'étui du couteau, plutôt que de se dire « ok, c'est bizarre, est-ce qu'il peut y avoir une autre explication à la présence de cet ADN ?» Ils ont cherché à faire en sorte que leur théorie colle, et donc ils ne nous ont pas tout donné, et c'est pas juste. De son côté, l'accusation, je vous l'avais dit, met beaucoup sur le FBI en disant « mais nous, c'est pas de notre faute, c'est le FBI qui nous donne pas les infos », et il se trouve qu'au moment de l'enquête, les données téléphoniques, elles ont été effectivement analysées par un agent du FBI. Donc ils ont pas placé vraiment Kohberger proche de la maison, puisque son téléphone est éteint, ou en tout cas ne captait plus, mais si vous vous rappelez, je crois que je vous en parlais dans la toute première vidéo sur l'ensemble de l'affaire, en réalité, ce que dit le FBI, c'est que ils ont pris les déplacements de la voiture, les déplacements du téléphone, et ils ont réussi à faire en sorte de montrer que les deux coïncidaient et que la voiture et le téléphone se déplaçaient en même temps. L'accusation a besoin de ces informations, il devrait les donner à la défense en disant voilà la méthode utilisée, voilà comment nous on a été en capacité de montrer que oui c'est bien la voiture de Kohberger qu'on suit, sauf que l'agent du FBI qui a fait ce travail refuse de fournir des informations, refuse de venir témoigner et ne veut pas expliquer comment il a fait pour pouvoir faire coller les données téléphoniques au déplacement de la voiture. C'est un énorme problème dans le dossier de l'accusation à l'heure actuelle parce que Bryan Kohberger, a priori, il connaissait pas les victimes. Oui, il y a son ADN, mais il peut y avoir d'autres explications pour expliquer pourquoi son ADN est sur l'étui de ce couteau, sachant qu'aucune empreinte étrangère à la maison n'a été retrouvée ailleurs que sur cet étui de couteau, donc on peut le questionner. En dehors de l'ADN, leur dossier, il tient aussi avec ce truc-là du téléphone qui se déplace en même temps que la voiture. S'ils peuvent pas prouver que le téléphone de Kohberger se déplaçait bien en même temps que la voiture qu'ils ont sur des images de caméras de surveillance, ça va être compliqué pour eux de prouver qu'effectivement Bryan Kohberger est coupable. Donc la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est pourquoi le FBI qui a aidé à arrêter ce suspect refuse aujourd'hui de collaborer avec l'accusation. Ça veut pas forcément dire qu'ils ont mal fait leur travail ou qu'ils essayent de cacher quelque chose. Ça peut être par exemple parce qu'ils ont utilisé des techniques qui sont secrètes, qui sont spécifiques au FBI et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas dévoiler, ou par exemple parce qu'ils ont utilisé une méthode qui, s'ils la dévoilent, pourrait mettre en péril une autre enquête parce que ça pourrait donner des infos au public sur une autre affaire. Donc voilà, il y a d'autres explications possibles. Ils peuvent aussi avoir utilisé des moyens peut-être pas tout à fait légaux. Il y a beaucoup d'explications possibles. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, l'accusation vient d'entamer un process pour forcer le FBI à collaborer. Est-ce que ça veut dire que si dans les prochaines audiences, la défense arrive à montrer de façon irréfutable que le téléphone de Bryan Kohberger n'était pas du tout à côté de la maison, mais complètement à l'opposé, proche du parc de Wawa par exemple, Bryan Kohberger pourrait être innocenté et son procès pourrait être annulé? Oui, tout à fait, c'est ça que ça veut dire. Alors on n'en est pas là, évidemment, l'accusation a quand même son ADN sur les lieux du crime, mais bon, y a d'autres moyens d'expliquer pourquoi son ADN, peut-être par transfert par exemple, aurait pu se retrouver sur cet étui de couteau, mais en fait aujourd'hui tout est possible. Comme on n'a pas beaucoup d'infos à cause de cet ordre de non-diffusion, c'est très compliqué de se projeter, il y a des experts qui commencent à dire que ce procès n'aura pas lieu, que peut-être il y a eu une erreur de la police, d'autres qui disent n'importe quoi, c'est que de la stratégie de la défense, ils vont rien prouver du tout, il y aura un procès, et peut-être ce sera une bataille experts entre deux experts spécialistes des données téléphoniques pour placer Kohberger à tel ou tel endroit. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas, mais il y a quand même un élément étonnant, on va dire. C'est lors d'une audience récente, le juge John Judge a eu cette phrase « Quand on ira au procès, si ça va au procès ». Sachant que lui a accès à toutes les informations depuis le début de l'affaire, ça pose quand même question. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous donner quelques informations supplémentaires qui n'ont pas de rapport direct avec le procès en tant que tel, mais qui sont quand même en lien avec l'affaire, donc voilà, je vous les donne. La première chose, c'est que l'université de Moscou a émis le souhait l'année dernière de détruire la maison où avaient eu lieu les meurtres. Il y a plusieurs raisons à ça. Pour eux, déjà, clairement, ils pouvaient pas reloger des étudiants dedans, je pense que personne n'aurait voulu y habiter. Ils ont dit aussi que ça avait un impact très négatif sur la communauté étudiante, que ça les empêchait d'aller de l'avant, que c'était un rappel constant de cette nuit
horrible. Et puis ils avaient une crainte des débordements puisque la maison était quand même plus ou moins gardée, il y avait des palissades qui avaient été montées, etc. pour protéger. Mais ils commençaient à avoir peur puisque vous savez, certainement, on en avait parlé aussi dans l'affaire Murdoch, dans ces moments-là, il y a toujours des gens qui ont une passion morbide un petit peu extrême et qui veulent récupérer, je ne sais pas, des photos de la scène de crime, des objets appartenant à telle victime. Donc ils avaient peur qu'il y ait des débordements de cet ordre-là et ils ont souhaité donc détruire cette maison. Les familles de Kylie Goncalves et de Xana Kernodle se sont fortement opposées à cette destruction. Ça n'a pas été le cas de toutes les familles des victimes, notamment les parents d'Ethan Chapin, eux, ont soutenu ce projet de destruction. Pour eux, c'était très lourd aussi cette maison. Ils préféraient qu'elle soit détruite, mais ces deux familles-là voulaient vraiment que la maison reste en l'état, au moins jusqu'au début du procès, au cas où peut-être il y ait d'autres éléments de preuve qui puissent être utilisés, et aussi pour qu'on puisse éventuellement emmener les membres du jury voir la scène de crime, voir la maison. C'est pas quelque chose qui se fait de manière systématique, c'est même pas très souvent que ça arrive, mais ça peut arriver au cours d'un procès qu'on sorte les jurés du tribunal et qu'on les emmène voir la scène de crime, si ça a du sens dans le cadre du procès. Là, c'était pas prévu, et l'accusation, la défense, la police, tout le monde a dit « nous c'est bon, on a pris tout ce qu'on avait à prendre », et l'université a donc finalement été autorisée à détruire cette maison, et ça a été fait fin décembre 2023. L'université de Moscou a indiqué qu'ils allaient construire un grand jardin commémoratif, pas seulement pour les 4 étudiants qui sont morts cette nuit-là, mais pour tous les étudiants qui sont décédés au cours de leur cursus universitaire dans cette université. Et ce jardin ne sera pas là où était la maison, il va être à un autre endroit du campus et il devrait être inauguré dans l'été 2024. Petite info dont on ne sait pas trop quoi faire, en juin 2023, la défense a indiqué qu'il y aurait eu prélevé sur la scène de crime 3 ADN masculins inconnus, en plus de celui de Kohberger. 2 à l'intérieur de la maison et 1 sur un gant à l'extérieur. Ils en ont parlé parce qu'ils ont dit il y avait d'autres pistes, ces pistes ont-elles été explorées, et puis accessoirement on n'a pas reçu ces ADN. L'accusation n'a pas répondu d'une manière hyper franche à ce sujet-là, ils ont un petit peu détourné le truc, tout en disant, grosso modo, que c'était pas vrai, ou que ça n'avait pas de rapport avec l'affaire, et que, voilà, c'était un peu une stratégie de la défense, mais que c'était pas quelque chose de concret. Qu'en est-il ? On ne sait pas. Peut-être qu'on n'en reparlera jamais de ces 3 ADN, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va ressurgir dans le procès, ou dans la préparation du procès. Voilà, donc au cas où, je vous donne cette info. Et puis pour terminer, je vous en avais parlé dans je crois que c'est la première vidéo de mise à jour, il me semble, mais il y a un débat autour du coût du procès et de toute cette affaire en général. Vous le savez, Anne Taylor et tous les membres de son équipe qui défendent Bryan Kohberger sont des avocats commis d'office. Ça veut dire que tous les frais liés à la défense de Kohberger sont payés par les impôts des Américains, y compris les salaires de ces avocats. C'est sujet à controverse parce que d'un côté les Américains, leurs droits tels qu'ils sont définis par les amendements de la Constitution, c'est extrêmement important pour eux, et tout accusé a le droit d'être représenté par un avocat commis d'office s'il n'en a pas les moyens. C'est dans la Constitution, donc ça, ils y tiennent quand même, c'est important. Et en même temps, depuis quelques semaines, il y a des journalistes qui commencent à s'intéresser à combien ça coûte toute cette histoire finalement. Il y a donc depuis le mois d'avril 2024 des chiffres qui sortent dans la presse, et ça pose question. Jusqu'à fin mars 2024, l'affaire Kohberger a coûté aux Américains la modique somme de 3,6 millions de dollars, sachant que ça inclut l'enquête et le travail de la police, mais ça n'inclut pas les frais liés au FBI. Et sur ces 3,6 millions de dollars, 1,4 million ont servi jusqu'ici à payer la défense de Bryan Kohberger. Ça inclut évidemment les experts, les tests, la compagnie externe qui fait l'enquête téléphonique au prix des jurés, mais ça inclut aussi le salaire d'Anne Taylor, et parlons-en du salaire d'Anne Taylor. Parce que depuis qu'elle représente Bryan Kohberger, Anne Taylor a vu son salaire multiplié par 3, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle touche 8 000 $ par semaine, pas par mois. Ça soulève des questions puisque, en plus d'être payée par les impôts des Américains, c'est une employée d'État. Qu'est-ce qui justifie qu'elle soit augmentée et augmentée à ce point pour prendre cette affaire, sachant qu'en réalité, en fait, tous les protagonistes de cette histoire, que ce soit le procureur, la police, le FBI, tout ça, ce sont aussi des employés d'État. Personne n'a été augmenté. Pourquoi elle l'est, et pourquoi à ce point-là? Et ça soulève des questions parce que, encore une fois, son augmentation est payée avec les impôts des Américains. Et puis je vous ai donné une somme globale par semaine, mais en réalité, Anne Taylor n'est pas payée à la semaine, elle est payée à l'heure. Chaque heure qu'elle passe sur le dossier Kohberger, elle touche
$200. Donc à chaque fois qu'il y a une audience supplémentaire, à chaque fois que le procès est repoussé, et imaginez s'il est changé de lieu, Anne Taylor, elle est payée encore plus pour tout le travail qu'elle fait sur cette affaire, ce qui est normal qu'elle soit payée, mais pourquoi l'avoir augmentée à ce point-là, c'est la question que se posent beaucoup de journalistes et beaucoup d'Américains. Voilà, ça y est, on est à jour sur l'affaire Bryan Kohberger, en tout cas jusqu'au 15 mai 2024 qui est le moment où je filme. À partir de maintenant, je ferai des vidéos un peu plus régulières, je pense tous les 2-3 mois, sauf s'il se passe un truc de fou évidemment, mais du coup voilà, il y aura une vidéo tous les 2-3 mois avec les derniers dénouements, et puis je ferai ça jusqu'au procès, si procès il y a. Pour information, la prochaine audience dans ce procès, elle aura lieu le 30 mai 2024 pour discuter d'éléments de preuve qui n'ont pas été transmises par l'accusation à la défense, et cette audience sera partiellement publique, normalement, en tout cas c'est ce qui a été décidé juste hier, donc on devrait pouvoir avoir plus d'informations, et puis après il y aura cette fameuse audience du 27 juin pour déterminer si oui ou non le procès va être déplacé. Bon, normalement on n'aura pas la réponse le 27 juin, c'est vraiment une audience pour que les deux parties présentent leurs arguments. Après ça, le juge va réfléchir, analyser les arguments de l'accusation, de la défense, prendre un petit peu de recul avant de donner sa décision. Donc écoutez, ça peut prendre quelques jours comme ça peut prendre plusieurs semaines, donc voilà, on devrait savoir en tout cas normalement dans l'été si oui ou non ce procès est déplacé, et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Voilà pour tous ces éléments, j'espère que cette affaire continue à vous passionner autant que moi. Il y a des rebondissements tout le temps, on ne sait pas à quoi s'attendre. Qu'est-ce que vous pensez de cet alibi? Dites-moi en commentaire. J'ai vraiment envie d'en discuter avec vous, de pouvoir échanger là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a une vraie chance pour qu'en fait il soit complètement innocent? Et du coup, quelles seraient vos théories pour expliquer l'ADN présent sur l'étui du couteau? Est-ce que vous pensez qu'on va aller jusqu'au procès? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas lui? Ah, ça me rend dingue de ne pas avoir d'infos, donc j'ai vraiment hâte qu'on en sache un petit peu plus. Et en attendant, je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire et de voir un peu quelles sont vos théories. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you give a place. Baby, you should know you're never safe.